Bonjour à tous, bienvenue sur Campus Mag LR, c'est le nouveau magazine TV en direct des campus d'enseignement supérieur et de recherche du Languedoc-Roussillon. Campus Mag LR TV, c'est des partenaires qui mutualisent leurs ressources et leur savoir-faire. C'est l'Université Montpellier 1, l'Université Montpellier 2, l'Université Montpellier 3, la Maison des sciences de l'homme de Montpellier, l'Institut de recherche pour le développement, Montpellier Supagro, le CNRS, Radio Campus Montpellier, le Crous de Montpellier et le Presse Sud de France, qui vous propose donc une émission de TV mensuelle d'1 heure en direct d'un des établissements partenaires. Aujourd'hui, nous sommes ici sous le soleil de l'Université Montpellier 2 et sachez que cette émission est également retransmise sur Radio Campus Montpellier sur le 102.2. C'est le baptême du feu pour nous tous, pour moi également, donc merci de votre indulgence. Alors on accueille aujourd'hui les puissances invitantes. C'est Agnès Fichard-Carole de l'Université Montpellier 2, vous êtes vice-présidente de la vie des campus. Et représentant le Crous, Laurence Maillet, on est ici à la cafétéria, chez vous. Tout à fait. Eh bien, bonjour, je suis très contente de vous accueillir effectivement dans notre établissement. Je représente M. Philippe Prost, qui est le directeur du Crous et qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre. Voilà, alors effectivement sur cette cafétéria qui est un lieu très fréquenté des étudiants de la faculté de Montpellier 2 et un lieu à la fois de restauration bien évidemment, avec des formules qui correspondent à leurs moyens, des prix modiques, où ils ont la possibilité de se restaurer de façon aussi équilibrée. Et également, c'est aussi une cafétéria où c'est un lieu d'échange qui est très fréquenté, où les étudiants se retrouvent pour converser, se détendre. Et également, je tiens à ajouter que le Crous, à travers d'autres missions, bien de nombreuses missions, s'évertue à effectivement être au service des étudiants et de les accompagner dans leurs études et d'améliorer au maximum leurs conditions de vie. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Merci à vous de l'accueil. Et il est midi, on ira manger après, on testera. Madame Fichard-Carole, donc vous êtes la vice-présidente de la vie des campus ici à l'Université Montpellier 2 qui nous accueille donc aujourd'hui. Quelques mots de bienvenue. Oui, bien sûr, bienvenue à tous. Je représente donc Michel Robert, le président de l'UM2 qui est retenu et, malheureusement, mais qui est très content de cette initiative donc d'accueillir Campus Mag. On est content que le campus Triolet soit le premier campus à accueillir cet événement, mais aussi on se réjouit de ces multiples partenariats interinstitutionnels, que vraiment tout le monde soit présent en oubliant un petit peu les étiquettes et en étant juste là pour le plaisir de la convivialité. Voilà. Ça change alors? Non, ça change pas. C'est au contraire quelque chose qui prend, en fait, qui est mis en relief à ce moment-là, mais qui existe déjà par ailleurs avec le Crous, avec les partenaires comme le CNRS, avec le Presse. Il y a déjà énormément d'échanges, notamment culturels. Je sais que cette émission va être consacrée donc à la culture et c'est un bon moyen de faire du lien entre tous. Et on l'utilise au maximum sur l'Université Montpellier 2. Et puis je voudrais dire aussi qu'on est très content que cette émission soit autour des étudiants, puisque c'est la force vive de l'université. Et donc c'est très important qu'on soit, comme le disait ma collègue, à leur service aussi. Parfait, merci de votre accueil. On se souviendra donc que l'aventure a commencé ici, à l'UM2. Alors justement, les étudiants à l'honneur, donc ils viennent nous rejoindre, je crois, autour d'un projet. Donc merci mesdames, à bientôt, merci de votre accueil encore une fois. Donc on reçoit un invité, si j'ai bien compris, exceptionnel. C'est monsieur Dimitri, monsieur Dimitri Mendeleïev. Vous dirigez un programme, je crois, très très singulier. Vous êtes venu peut-être avec votre traducteur, si j'ai bien compris. Peut-être vous lui souhaitez un bon accueil parmi nous. Excusez mes français. Je vais essayer. Mon traducteur est là si jamais je ne comprends pas les questions. Le programme Atom Hotel a pour but de vulgariser les tableaux périodiques des éléments que j'ai découverts il y a quelques années. À mon époque, nous connaissions 63 éléments chimiques. Aujourd'hui, je découvre que 114 éléments chimiques sont découverts et nous avons décidé
d'explorer la dimension culturelle du tableau périodique des éléments avec des chercheurs, des artistes et des étudiants. Voici donc le contenu de ce projet en collaboration. Donc c'est une réponse que j'ai faite au pôle culture scientifique de l'Université Montpellier 2 pour travailler avec eux en tant que mascotte officielle. D'accord, et vous concourez pour le Nobel, pour de telles découvertes ou... Est-ce que vous concourez pour le Nobel avec une telle découverte? Вы собираетесь получать Нобелевскую премию с тем, что вы открыли? Niet. Les projets est un projet qui n'est pas scientifique mais qui est éducatif. Nous pouvons regarder le site internet qui est juste une version de travail. Donc ceci est le travail que nous mettons en place. Donc vous reconnaissez le tableau périodique des éléments. Si nous rentrons, donc les collègues de la technique, ils s'appellent Dimitri aussi. Dimitri, on peut rentrer dans l'hôtel, s'il vous plaît. Voici, donc, et en fait, donc vous voyez le tableau de toutes les chambres qui correspondent à un élément chimique. Et si nous allons, par exemple, dans la chambre de l'europium, qui n'existait pas à mon époque, nous avons une petite vidéo d'un chercheur qui explique dans la vie de tous les jours à quoi sert l'europium. Et nous allons donc, de façon collaborative avec les publics, réaliser des petits objets multimédia qui permettront de parler des éléments chimiques. Voilà l'intention du projet. Et alors, parmi les nouveaux éléments chimiques, quelle a été la découverte la plus incroyable? Quel est l'élément qui va révolutionner la physique? Какой химический элемент, который вы открыли, наиболее интересный в плане науки? Écoutez, ça ne fait pas longtemps que j'ai découvert tous ces nouveaux éléments. Je suis en train de comprendre. À mon époque, la radioactivité était toute récente. Donc, j'ai besoin de rentrer un peu dans tout ce que ça implique au niveau sociétal et de comprendre. Mais je pense que effectivement, les éléments radioactifs sont en ce moment en plus très très d'actualité et dans l'histoire de l'humanité sont très importants. Il fait chaud sous la barbe, j'ai l'impression. Il fait chaud Jarka, à Montpellier. Et alors, peut-être rappeler l'adresse donc de ce site. On voit quelques images à l'écran, mais... Oui, alors le site, c'est www.atom.um2.fr. Parfait, ben merci pour nous faire partager cette découverte. Muriel Gage nous rejoint, vous êtes maître de conférence en histoire des sciences et peut-être que vous travaillez avec ces individus autour de ce projet. Oui, bonjour. Eh bien, effectivement, je suis maître de conférence en épistémologie et en histoire des sciences. Et j'ai pu croiser Dimitri Mendeliev, mais disons plus dans les livres sans doute que de le voir en vrai. Et je suis très très impressionnée ce matin. Par ce qu'il a proposé. Alors, une idée justement d'épistémologie qu'on souhaitait développer avec vous, c'est comment pense-t-on les sciences dans notre société? Alors, quel projet se développe autour de cette question? Alors, il y a énormément de projets sur ces questions sciences et société. Et d'ailleurs, je peux annoncer une journée épistémologie qui se tiendra à l'UM2 le 19 juin avec des tables rondes, des conférences sur les questions d'éthique, les questions de sciences et société, les questions autour du gène, les questions socialement vives, par exemple. Mais peut-être il faudrait rappeler ce qu'est l'épistémologie, parce que je ne sais pas si Dimitri Mendeliev sait très bien ce qu'est l'épistémologie. Niet. À son époque, c'est un petit peu le démarrage de cette discipline nouvelle qui s'interroge sur la science, sur sa structure, sur ce qu'elle est, sur les différentes évolutions de la science dans son histoire, sur les aspects, disons, philosophiques, sur les aspects plus science et société, c'est-à-dire on considère la science comme une activité sociale comme une autre. Plus personne aujourd'hui, ou très peu de chercheurs, travaillent tout seuls dans une tour d'ivoire, par exemple. Donc ce sont des activités sociales qui sont construites en commun et qui sont dans des contextes historiques situés, et ça a un sens très particulier.
Et alors quelles sont justement dans le temps les grandes évolutions en matière d'épistémologie? Le rapport de la science à la société, j'imagine, a énormément évolué depuis l'époque du professeur. On est plus redevable, on doit rendre compte aujourd'hui? Disons que ça a évolué depuis l'époque de Mendeleïev. L'épistémologie n'existait pas vraiment. Il y a une tradition anglo-saxonne avec l'épistémologie qui était plutôt une théorie de la connaissance. Donc Dimitri ne connaît pas l'épistémologie. Il en a une idée à travers l'histoire des sciences, qui est une branche de l'épistémologie. En France, la tradition de l'épistémologie, c'est plus une tradition en lien avec les concepts. On étudie les concepts dans la science, les concepts qui permettent de construire la science. Dans les pays anglo-saxons, on est plus sur les aspects sociétaux, en tradition, je veux dire. C'est-à-dire qu'on s'interroge sur les institutions, on s'interroge sur les implications sociales, on s'interroge sur la construction en tant que telle. Aujourd'hui, cette espèce, disons, ces deux grandes orientations ne sont plus d'actualité. Au revoir Dimitri, à très bientôt. Et quand on fait de l'épistémologie et de l'histoire des sciences, on travaille tant sur les contenus des sciences, sur leur contenu en général, sur leur évolution, sur qu'est-ce que c'est qu'une vérité scientifique, par exemple, que sur les liens de ces concepts avec les sociétés. Donc il y a un aspect science et société, éthique, questions socialement vives, qui sont extrêmement importantes aujourd'hui. C'est ça peut-être le développement de cette discipline tout au long du XXe siècle. Alors j'accueille deux étudiants qui sont sur un parcours HPDS, Histoire, Philosophie et Didactique des Sciences. On peut peut-être leur demander, donc Robin Birger et puis Isabelle Busseau. Alors vous voyez que ce sont deux étudiants qui ne sont pas tout à fait de la même génération. Donc la question que j'ai envie de leur poser, c'est pour vous l'épistémologie, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi à un moment donné intégrer un parcours d'histoire, de philosophie des sciences dans un cursus scientifique? Et puis quand on est un chercheur en sciences, quels sont les apports de l'épistémologie? Alors moi j'ai commencé par un cursus en écologie. Et à plusieurs reprises durant mon parcours, j'ai tenté d'interroger le statut de la vérité scientifique, le statut de l'objectivité, de questionner les impacts sociopolitiques de certaines recherches. Et à plusieurs fois, on m'a répondu que c'était pas le moment, c'était ni le lieu ni le moment dans un cursus scientifique de poser ce genre de questions. Vous étiez dans quelle discipline? En écologie, biologie, écologie. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis retourné vers un cursus histoire et philosophie des sciences où c'était le lieu de poser ces questions. Alors moi, je suis chercheuse au CNRS, ici à Montpellier, en biologie et même en génétique de la drosophile. Et ce qui m'a attirée dans ce master, c'est que je fais pas mal de vulgarisation scientifique. Et donc ça m'aide, ça me donne une formation pour ça. Et aussi, je m'intéresse à l'histoire de ma discipline. Et là aussi, ça m'a montré que la biologie est une discipline très particulière, avec une histoire très intéressante. Et dans quel sens? Dans quel sens? Eh bien, dans le sens que je vois, par rapport à moi, ce que je fais au laboratoire quand je construis mes connaissances, ce qui s'est fait dans le passé, dans la construction des connaissances en génétique. Et notamment la drosophile, parce que moi qui ai fait la biologie, j'ai travaillé sur la drosophile, oui. C'est comme si on avait toujours travaillé sur la drosophile. D'ailleurs, ce soir, j'en profite pour dire qu'il y a une conférence à l'Agora des Savoirs sur la drosophile, donc je vous conseille d'y aller, vous apprendrez beaucoup de choses. Vous apprendrez beaucoup de choses. Je voudrais juste rajouter un mot sur la question du lien entre l'épistémologie et l'histoire des sciences dont parle Isabelle. Effectivement, l'histoire d'une discipline scientifique, c'est une branche de l'épistémologie. Mettre les sciences en histoire, c'est les mettre en culture. Et c'est vrai qu'il y a tout un tas d'activités et de développement de recherche qui sont menées notamment dans notre université sur ces thèmes-là. Mais ça reste une branche de la discipline épistémologique qui est plus large. Je le disais tout à l'heure, elle est en lien avec des questions de philosophie des sciences, par exemple. Épistémologie et philosophie des sciences sont très proches. En lien avec des gens qui travaillent davantage sur qu'est-ce que c'est que la science, qu'est-ce que c'est que la structure logique d'une théorie scientifique, qu'est-ce que c'est que la vérité scientifique, comment prouver, par exemple. Et puis plus les questions sciences et société qu'on évoquait tout à l'heure. Donc finalement, il faut retenir de l'épistémologie que ce n'est pas une discipline unifiée, si on peut dire, comme les mathématiques, comme la physique, comme les sciences. C'est une discipline qui partage les préoccupations, qui est à l'intersection d'autres sujets et d'autres disciplines. Et alors vous qui venez de l'écologie, vous disiez que vous aviez des vérités que vous vouliez remettre en cause. Enfin, quel type de débat, du coup, vous avez éventuellement nourri à travers ce master?
Eh ben, là, par exemple, alors c'est pas vraiment de l'écologie, mais je travaille sur l'affaire Sokal. Donc c'est une controverse des années, l'affaire Sokal, une controverse des années 90 où se confrontent deux courants de pensée, donc des défenseurs de la rationalité scientifique et de l'autre côté des défenseurs d'un relativisme, c'est-à-dire qui considèrent les connaissances comme construites et ancrées donc historiquement et socialement. Et donc cette controverse qui a lieu dans le champ public a permis donc aux scientifiques d'exposer leur conception épistémologique et donc de rendre explicite ce qui était autrefois implicite. Voilà. Deux mots peut-être d'annonce sur ce programme que vous nous proposez le 19 juin. Alors, le 19 juin, donc, se tiendra à l'UM2, sous l'égide de la Faculté des Sciences, la deuxième journée épistémologie. Elle vise avant tout à expliquer ce que c'est que cette discipline, à montrer les principaux travaux de recherche. Donc les étudiants du master vont piloter un certain nombre d'actions. Au programme, une conférence de Bernadette Banseau de Vincent, qui est une philosophe des sciences et qui travaille vraiment sur les questions sciences et société. d'Anne-Françoise Schmitt, qui travaille, elle, davantage sur les questions d'éthique. Il y aura également une table ronde avec ces deux invités et un troisième invité qui est un historien qui va parler du gène, et la veille, les conférences IFIS, qui sont des conférences interuniversitaires, vont recevoir cet invité. Une séance de poster, un blog, donc tout ça sera mis en ligne avec toutes les informations nécessaires. Donc rendez-vous le 19 juin sur le campus. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup à vous. Merci à vous. Bonne continuation, bonne réussite à ce colloque et puis bonne continuation sur le master. Merci. Alors la parole, comme disait Madame Fichard-Carole tout à l'heure, est aux étudiants dans cette émission. Donc on les accueille, ils avaient carte blanche, on a laissé 10 minutes de carte blanche aux étudiants qui nous rejoignent. Olivier Ourmière-Montel, vous êtes VPE, vice-président des étudiants à l'Université Montpellier 2. C'est ça, oui. Bonjour à tous. Donc, de cette université, donc je représente l'ensemble des étudiants dans les différents conseils et le gouvernement, entre guillemets, de l'université. D'accord, donc vous jouez à domicile. C'est ça. Et on accueille l'équipe extérieure, c'est Nicolas Perrola, donc vous êtes BVE à l'UM1. Alors qu'est-ce que ça veut dire BVE? Alors le BVE, c'est le Bureau de la vie étudiante, c'est un organe universitaire qui gère la vie étudiante sur l'UM1, et je suis aussi élu au conseil d'administration de l'Université Montpellier pour représenter tous les étudiants de l'UM1. Donc on travaille aussi avec l'UM2 sur des projets communs, comme aujourd'hui, avec leur invitation. Entendu. Et donc vous avez prévu, je crois, un certain nombre d'invités pour nous décrire un petit peu des associations sur le campus. Tout à fait. Donc on va commencer d'abord par vous présenter pendant 5 minutes les associations de filières de nos deux universités respectives. Donc dans une autre émission, on présentera les autres associations qu'on n'a pas pu présenter aujourd'hui. Donc à l'Université Montpellier 2, je vais commencer par les IUT, notre spécificité de notre université. Donc pour les IUT, donc vous avez l'IUT de Montpellier où il y a 7 départements et donc 7 associations par département. Donc génie biologique, GE2I, GEA, TC, mesures physiques, IUT de chimie et l'association des informaticiens. Et vous avez un site délocalisé à 7 où vous avez l'association sétoise. Ensuite, on va passer donc à l'IUT de Nîmes. Donc à l'IUT de Nîmes, 5 départements et toujours pareil, 5 associations, GMP, Génie Civil, GE2I, GEA et SGM. L'IUT de Béziers, donc vous avez Corpo de l'IUT de Béziers qui regroupe l'ensemble des étudiants de l'IUT de Béziers. On passe donc à la suite, la composante IAE et la composante Polytech ont respectivement un bureau des étudiants qui rassemble aussi tous les étudiants. Donc ensuite, vous avez l'IUFM. Donc l'IUFM, on a une toute nouvelle association, la première asso étudiante de l'IUFM, qui va malheureusement devoir changer de nom d'ici peu. Donc cette association est toute nouvelle, elle a été créée en septembre, et donc ils organisent des soirées de fin d'année, des rencontres avec des anciens étudiants, des créneaux pour l'accès au gymnase, l'organisation d'un café philo, café pédagogique avec les professeurs de l'IUFM, préparation des organisations de voyage et peut-être un groupe de travail pour faire du soutien aux écoliers en dehors du cursus. Voilà, donc... un campus très actif alors. Tout à fait, ils sont en pleine mutation, donc ils en profitent.
Donc la suite, la faculté des sciences, donc la plus grosse composante de notre université, où il y a bien sûr par département presque beaucoup d'associations. Donc là en licence déjà, il y a Admin, Quanta, Objectif Terre, Malice et Xenop, donc représentant respectivement informatique, géosciences, physique, chimie et biologie. Et donc les associations de master, donc j'en ai mis quelques-unes, hein, il y en a beaucoup, il y en a presque une par filière, par mention de master. Donc vous avez ACES par exemple pour le master cosmétique, Invagrotech, Biotrace, Gazelle, SMPE, etc. etc. Donc vous pouvez bien sûr voir toutes les associations sur le site de l'université. Voilà. Parfait. Et alors à l'UM1, peut-être autant de vie active ou... Alors à l'UM1, on a aussi une très riche activité associative étudiante. Alors on vous en présentera qu'une partie aujourd'hui et la suite au cours d'une prochaine émission. Et la particularité qu'on a à l'UM1, c'est qu'on n'a pas de gros campus comme ici à l'UM2, donc on est répartis sur 7 sites avec même des antennes délocalisées. Donc on va commencer par la Corpo AES, donc c'est l'association qui gère la vie étudiante sur l'UFR d'AES, donc sur le site de Richter. Donc ensuite, on a l'UFR Droit et Sciences Politiques, donc un des plus vieux UFR, une des plus vieilles facultés de France, donc avec la Corpo Droit, dont on vous présentera un des événements à la suite, le BDE ESSEC et l'association des tuteurs en droit et sciences politiques. Donc le tutorat, c'est quelque chose qu'on promeut à l'UM1 depuis très longtemps et c'est l'accompagnement des étudiants par les étudiants. Donc c'est vrai qu'on a de nombreuses associations qui travaillent là-dessus. Pardon. Donc ensuite... On arrive à l'UFR d'économie, donc aussi sur le site de Richter, dont la vie associative est gérée par le GID, le groupement dans l'intérêt des étudiants. Donc c'est une grosse corpo qui est très active sur le site de l'UM1, qui est située dans les locaux de l'UFR. Donc après, on arrive à l'ISEM, donc 2 associations, le BDE pour la partie animation de campus et ISEM Junior Conseil, donc qui aide les étudiants à développer leurs projets de management et d'entrepreneuriat, donc plutôt sur le côté arrivée dans le monde professionnel et dans l'aide à cette arrivée. Après l'ISEM, on arrive à l'UFR Médecine, donc qui est la plus vieille faculté de médecine d'Europe, donc qui a une particularité, c'est qu'elle est divisée sur 2 sites et sur 2 villes différentes. Il y a une partie de l'UFR qui est située à Montpellier, donc en centre-ville, et l'autre sur Nîmes, donc avec les associations de corpo et de tutorat qui gèrent la partie tutorat pour les premières années. Donc après, on passe à l'UFR de médecine, il y a d'autres associations, des filières qui y sont aussi, donc les sages-femmes Montpellier et Nîmes, et les orthophonistes, donc qui ont leur corpo qui est très active aussi. L'UFR d'Odonto, donc un UFR qui est un petit peu au nord de Montpellier, donc avec la Corpo qui gère l'animation et qui aide aussi les étudiants dans leurs différentes activités de recherche, de matériel dentaire, etc. On arrive à l'UFR de pharmacie, donc qui est un UFR très riche, donc la Corpo, le tutorat, mais aussi des associations comme Pharmency qui les aident dans le rapprochement auprès des industriels pour la recherche de stages au niveau de leur master. Et on finit par l'UFR STAPS, donc avec la Corpo et plein d'autres assos thématiques autour, dont une qui viendra nous présenter le JAPA tout à l'heure, pendant la phase des présentations des projets étudiants. Entendu, ben ça fait beaucoup de fêtes en perspective, j'imagine, ou déjà passées, très probablement. Alors oui, nos associations font pas mal de fêtes et on va vous présenter des événements comme les galas, mais aussi d'autres actions de solidarité, de santé publique, et c'est aussi une grosse partie de l'animation de la vie de campus, c'est pouvoir apporter aux étudiants une autre vision et rapprocher de différentes thématiques de vie, notamment la santé et la solidarité. D'accord, donc vous avez justement une actualité à nous partager sur différents événements à venir. Donc tout à fait. Déjà, on va commencer par le GNOM, le groupement des naturalistes de l'Université Montpellier 2. Donc Guillaume, ici présent, va vous présenter rapidement l'inventaire de la fac et l'inventaire de la biodiversité du GNOM. Oui, bonjour. Donc, le GNOM, c'est une association pour la protection de la nature et pour la sensibilisation à la biodiversité. Donc nous, sur la faculté de sciences, on organise un événement tout le long de l'année. C'est un événement qui est un inventaire de la biodiversité, donc c'est-à-dire au niveau de la faune et de la flore. C'est un projet de sciences participatives, donc c'est-à-dire qu'on va faire participer autant les étudiants que le personnel de l'université pour essayer de découvrir un petit peu la biodiversité et tout ce qu'il y a autour de nous. Donc on organise des sorties, on organise aussi des petits événements pour montrer, pour faire découvrir cette faune et cette flore. Et donc si jamais vous voulez participer à cet événement qui est vraiment tout le long de l'année, il faut nous envoyer un mail à asognom@gmail.com.
Voilà. Entendu. Et alors, en matière de biodiversité, est-ce que le campus Montpellier est plutôt riche par rapport à d'autres campus ou... Ah ben il est très riche. Juste en venant à l'émission, là, je voyais une buse. Donc c'est un rapace diurne qui niche à côté du campus. Et donc on peut le voir très régulièrement. Et donc on ne sait pas trop tout ce qu'il y a autour de nous, mais on est vraiment très étonné de voir toute la biodiversité, toute la diversité du vivant qui est présente dans une faculté de sciences en ville. Entendu. Et est-ce que vous faites que compter ou vous préservez aussi Alors, il y a vraiment trois objectifs à ce projet. Il y a un objectif de sensibilisation à la biodiversité, un objectif de formation des étudiants et du personnel de l'UM2 pour vraiment les former aux techniques d'inventaire. Et puis après, le troisième objectif, c'est vraiment un objectif scientifique, c'est-à-dire de mieux connaître la biodiversité qui est présente en ville. Et ça, c'est très important parce qu'on n'imagine pas toute la biodiversité, toute la nature qui est présente au sein d'une ville comme Montpellier. Voilà, on a énormément d'oiseaux, de mammifères qui sont présents en ville. Parfait. Ben, merci beaucoup. Je crois merci à vous. Je vous laisse présenter votre compère. Donc, je vais d'abord présenter deux autres événements. Donc le Gala des Sciences qui est fait par 6 associations de la Faculté des Sciences. Un gala, somme toute normale, comme dans chaque UFR, avec justement des cérémonies, une cérémonie de remise de trophées, des trophées d'or pour les professeurs populaires, etc. Et une présentation aussi d'un petit film que les étudiants ont fait sur le patrimoine et la culture scientifique de notre université. D'accord, donc c'est ambiance le parrain, là, dress code sicilien ou... C'est ça, ambiance le parrain, donc ça va être surtout tenue correcte exigée, et puis voilà. Donc 6 associations, il y en a que j'ai déjà présentées, il y a juste M2A que je n'ai pas présenté, qui est une association d'airsoft de l'université qui ont voulu participer. Donc ensuite, je vais présenter très rapidement aussi le TOST. Donc le TOST qui fait une soirée d'impro mensuelle, donc chaque mois. Donc là, ça va être le vendredi 12 avril, donc c'est très proche, à 20h dans l'amphi 506, où justement, exceptionnellement, il y a une troupe de théâtre qui s'appelle les Désaxés, qui vont venir faire une impro. Et il y aura l'animation musicale du Must aussi lors de la soirée d'impro. Voilà. Donc je vais passer la parole à Lizzie, qui est là pour présenter les soirées match-up du Must. Voilà. Bonjour. Alors je fais partie du Must, c'est l'association de musique de la fac. Et on fait des soirées mash-up. Alors on va voir plusieurs groupes qui viennent jouer des chansons avec un snack bar et des animations par le toast et un invité à chaque soirée. Et le principe de ces soirées, c'est de faire jouer les groupes qui n'ont pas un setlist complet, quelques chansons seulement. Donc voilà. Et ça se passe où? Ça se passera à la MDE, c'est le bâtiment juste devant la fac. Et c'est le 18 avril, et le prochain sera le 16 mars. Le 16 mai. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, voilà. Parfait. Merci beaucoup. Eh ben, on y viendra. Merci à vous. D'autres collègues veulent nous présenter un autre projet? Alors, c'est 2 collègues de l'UFR STAPS qui vont présenter un projet, mais juste avant, je vais vous parler du gala de droit, donc, qui aura lieu samedi, très rapidement. C'est le 38e gala de la filière droit. Ça se déroule au domaine de Mours à Villeneuve-les-Maglones, et il y a une invitation pour 2 personnes. Donc, il vous suffit d'appeler le standard de Radio Campus au 04 67 52 78 41. Il faut vous donner vos noms, prénoms et date de naissance, et vous serez tiré au sort pour avoir ces 2 places. Voilà. Donc, je vous passe la parole pour la présentation des JAPA. Bonjour, donc moi c'est Laura, je vous présente Justine, on est 2 étudiantes de Master 2 à l'UFR STAPS de Montpellier. Donc aujourd'hui on vient vous parler de la 11e journée des activités physiques adaptées qui se tiendra jeudi 11 avril, toute la journée à l'UFR STAPS. Donc voilà, c'est une journée qui est organisée par la promotion de Master 2 RAPA GESAPA, qui sera parrainée cette année par une personnalité venue du Québec, Clermont Simard, voilà, qui est une personne très importante pour notre filière. Voilà, donc Justine va vous présenter la journée un petit peu en détail. Bonjour. Donc, le matin se dérouleront des conférences portant sur le thème de la prescription d'activité physique, donc destinées aux personnes à besoins particuliers, donc handicap, personnes vieillissantes, maladies chroniques. Et l'après-midi, au Palais des Sports à Véracy, se tiendra le premier salon des APA. Donc, le salon, c'est une chose innovante, une première nationale.
Et il y aura des démonstrations, des mini-conférences professionnelles, étudiants, enseignants-chercheurs seront réunis pour échanger et permettre la rencontre entre tous. Entendu, vous nous avez dit au Palais des Sports où? Au Palais des Sports de Verassis, c'est juste à côté de l'UFR STAPS en fait, ça fait partie de la fac. Voilà, donc cette journée, elle se tiendra de 9h à 19h donc à l'UFR STAPS. C'est une journée qui est gratuite et ouverte à tous. On attend déjà entre 300 et 400 personnes et voilà, on vous attend tous avec plaisir. Voilà. Parfait, l'invitation est lancée. Je tiens juste à vous remercier de nous avoir invités, association étudiante et représentants étudiants, et puis relancer pour l'invitation aux 2 galas, donc le gala de sciences et le gala de droit qui auront lieu cette semaine. Voilà, merci beaucoup. Parfait, merci à vous. Très actif. Alors, autre carte blanche, c'est celle qui est décernée à l'université Montpellier 2, donc puissance invitante ici aujourd'hui. Et on accueille avec nous Caroline Da qui s'occupe bonjour du pôle culture. Éléonore Mercier. Bonjour. Alors peut-être du pôle culture également. Oui, tout à fait, on est toutes les deux médiatrices culturelles. Parfait. Et puis une actrice avec nous, Lynn Pook. Pook. Alors, je suis plasticienne et pas actrice. Non, j'ai dit artiste. Ah, pardon, j'ai compris actrice. Voilà, oui, Lynn Pook, et en résidence sur le campus. Merci. Alors, peut-être quelques mots déjà sur le pôle culture. De quoi il s'agit sur une université de développer un tel pôle culturel, sachant que c'est une université de sciences. Voilà, donc le pôle culture, c'est le pôle culture de l'université Montpellier 2, donc qui concerne toutes les composantes de l'université. Notre mission, c'est de faire entrer, de produire des projets et de faire des propositions culturelles pour l'ensemble de la communauté de notre campus, c'est-à-dire à la fois pour les étudiants et pour les personnels. Notre volonté, c'est de proposer des projets qui permettent aux étudiants d'être un petit peu en contact avec d'autres choses que leur discipline scientifique, de s'ouvrir un petit peu au monde qui les entoure. On essaie d'entretenir leur curiosité. Et la même chose pour les personnels. Entendu. Voilà, donc, du coup, et il y a des ateliers, donc notamment des ateliers pratiques artistiques. Ouais. Hein. Oui, effectivement. Donc, nous avons souhaité développer des activités, des ateliers de pratiques amateurs autour de disciplines arts et sciences. Donc, on propose pour les étudiants et pour les personnels des ateliers de photo numérique, des ateliers de musique assistée par ordinateur. Donc, l'idée, c'est aussi de mixer les publics, qu'il y ait des échanges, qu'il y ait des dialogues, qu'il y ait des rencontres. C'est un peu l'idée. C'est à la fois, parallèlement au cours, de pouvoir s'initier, découvrir des nouvelles pratiques artistiques, mais aussi développer, approfondir des activités d'art, des amateurs. Donc voilà, donc il y a aussi des accompagnements plus poussés en musique assistée par ordinateur pour développer des projets musicaux. Également, on travaille avec le Crous, on met en place des actions et des activités communes. Et puis avec le CAS également, il y a d'autres ateliers qui sont proposés aux étudiants et au personnel de chorale, de théâtre. Voilà, donc il y a tout un panel d'ateliers, des stages tout au long de l'année. D'accord. Est-ce que le croisement de la science et de l'art, ça peut mener aussi à des programmes de recherche singuliers où on mélange les deux ? Ah bah toujours, toujours. La rencontre entre un artiste et un scientifique permet toujours des échanges assez particuliers, toujours pertinentes et toujours innovantes parce que c'est une rencontre à la fois humaine hein, qui est très importante et puis il y a aussi ces questions de recherche, d'aller plus loin, d'innovation, voilà, importante. Donc Lynn peut en parler aussi. Voilà, j'allais dire par exemple, peut-être pour illustrer ces croisements, qu'est-ce qui concrètement a pu être mené récemment ? Oui, donc en fait on accueille des artistes en résidence, plus ou moins un artiste ou une équipe artistique par année universitaire. Et cette année, donc Céline. D'accord, donc bienvenue. Et vous êtes de Montpellier-Rennes ou vous arrivez de loin ? Non, j'arrive de la Drôme.
Et donc j'ai un travail assez particulier qui met en jeu à la fois des choses technologiques, des choses perceptives. Donc c'est un travail audio-tactile et du coup que je développe depuis 10 ans et qui m'a soulevé pas mal de questions. Moi j'ai une approche très sensitive, je suis absolument pas scientifique et du coup ça m'intéressait de venir confronter ma démarche et mon travail aux connaissances, au savoir-faire et à la recherche. Et c'est comme ça qu'a été monté le projet Substance Son qui m'a permis de venir intervenir ici sur le campus. Alors ça consiste en quoi, Substance Son? Alors, Substance Son, c'est un projet qu'on a déposé... quelques images. Voilà, ça c'est le projet Apsium en fait, donc, qui a été présenté ici dans le cadre de la première résidence en novembre. Il y a dans ce hamac que vous pouvez voir, il y a 14 petits haut-parleurs. Comme tout le monde le sait, le son c'est de la vibration. Donc ici, quand on se couche directement sur les haut-parleurs, on ressent aussi la vibration, donc le sens du toucher est stimulé. Et on n'entend pas comme d'habitude par l'air, mais par conduction osseuse. Donc ici, en fait, moins on entend, plus on se bouche les oreilles, plus on va entendre. Ce qui n'est pas très logique, mais ce qui est comme ça. Une nouvelle expérience de ressentiment, de sensation du son, pardon. Voilà, et c'est en multi-pistes, c'est-à-dire que chaque haut-parleur est commandé individuellement, et ce qui permet de faire se promener les sensations, les sons, donc les sensations tactiles. Et voilà, comme c'est un projet au cours des 10 années, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis 10 ans, où j'ai eu énormément de retours aussi de thérapeutes, de personnes qui travaillent dans le milieu social. On m'a dit mais ça pourrait servir avec des autistes, ça pourrait être intéressant pour des sourds, pour des aveugles, pour des personnes âgées, pour toutes sortes de personnes. Et donc c'était aussi ça que je venais rechercher ici. Peut-être par exemple j'ai rencontré les neuroscientifiques qui travaillent sur le toucher et sur l'écoute solidienne. Voilà, bon, ça m'a permis en tout cas par un chemin un peu raccourci, vu que moi j'ai pas fait d'études de sciences, d'accéder à un savoir et à des connaissances de façon directe. Voilà, donc c'est ça que je viens chercher ici sur le campus et donc j'étais notamment venue aussi en licence pro son faire ingénierie du... Non, comment ça va, Lise ? Je te laisserai présenter. Acoustique, voilà. J'étais venue présenter le projet aux étudiants lors d'un TP et on a notamment, du coup, mesuré la réponse en fréquence des autres haut-parleurs, mais aussi des miens. Voilà, je passe le micro. Parfait, merci beaucoup. Donc, des applications pratiques imaginables. Il se trouve par hasard ce matin chez ma boulangère, ça me rappelle que j'ai vu un flyer sur la sonothérapie. Voilà, se soigner par les vibrations sonores. Alors on accueille Thomas Delaunay, vous êtes enseignant chercheur pour une licence pro acoustique. Alors de quoi s'agit-il ? Voilà, alors bonjour à tous. Donc je suis enseignant chercheur en fait à l'Institut d'électronique du Sud, qui est une UMR CNRS. Et donc on est une petite équipe de micro-réo-acoustiques où on va principalement caractériser l'ensemble des matériaux par des ondes sonores. Et on a créé effectivement, il y a maintenant quelques années, une licence pro en acoustique, donc là qui est plutôt vraiment de l'acoustique audible, l'acoustique aérienne, où on va essayer, je dirais pour les étudiants, de faire justement l'interaction avec tout l'ensemble du son qu'on peut connaître sur l'aspect culturel, artistique ou vraiment très perception, et d'y apporter des réponses scientifiques, des notions scientifiques, et apporter également tout un ensemble d'enseignements sur la résolution des nuisances sonores, les propriétés du son dans l'espace, etc., etc. Donc dans le cadre justement de l'activité de l'INPOC, elle avait pu venir faire des travaux pratiques avec les étudiants, notamment de mémoire, je crois, pour avoir caractérisé un petit peu le matériel qui était utilisé, pour voir justement la différence avec, bien dans le cadre du son par le toucher, la différence avec le son qu'on entend par les oreilles, qu'est-ce qui déjà d'un point de vue scientifique distinguer le matériel des haut-parleurs, des petits transducteurs qu'elle utilise. Donc c'est vraiment ce qu'on essaye nous de faire au niveau de la licence pro, c'est-à-dire c'est de quitter un tout petit peu ce milieu artistique
plutôt pour arriver sur ce que c'est faire, on va dire globalement l'unité, l'UFR, sur le son, et d'y apporter des réponses scientifiques et d'apprendre un métier lié à toutes ces activités-là aux étudiants. Voilà. Parfait, écoutez, vaste programme. Merci beaucoup à tous les trois, merci de nous avoir rejoints. Donc on clôt ici un petit peu, donc je vous libère, merci à vous. On clôt ici cette première partie de l'émission qui, je vous le rappelle, donc, est diffusée sur Radio Campus Montpellier sur le 102.2 et on ouvre finalement la deuxième page de l'émission. Jingle, me fait-on signe ? Et voilà, on ouvre donc cette deuxième page de l'émission, c'est un petit peu sur l'actu des campus en Languedoc-Roussillon. Et on accueille Caroline Roulier du CIRAD, CNRS. Alors plus précisément, je crois que vous travaillez au CEF, le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive. En tout cas, vous y avez mené votre thèse, peut-être que maintenant vous y êtes plus, si, toujours ? J'y suis plus. En ce moment, je suis professeur au collège. Bon, voilà, où en est la attendant, recherche. D'accord. Alors, vous avez mené des recherches assez singulières et assez intéressantes, autant le dire, sur le génome de la patate douce. Et l'étude de la génétique de la patate douce en Océanie, si j'ai bien compris, nous explique qu'en fait, la patate douce qu'on retrouve dans l'Océanie vient d'Amérique du Sud. Ce qui supposerait, vu que vous pouvez le dater, que les gens du Pacifique, de l'Océanie, sont partis en Amérique avant les Européens. On ne le savait pas ? Non. Enfin, c'est une hypothèse en fait qui a traîné longtemps, on va dire depuis 200 ans, qui est ressortie plusieurs fois dans l'histoire de l'archéologie américaine, mais qui était assez controversée, voire même taboue pendant longtemps, qui supposait effectivement que les premières personnes à être arrivées sur le continent américain, outre les Amérindiens, étaient non pas les Européens, mais potentiellement les Polynésiens qui arrivaient d'Asie du Sud-Est, en plusieurs vagues de migration. Donc ça veut dire qu'on avait déjà quelques indices. Alors, on avait déjà quelques indices. On avait des indices culturels, des similarités en fait culturelles, notamment au niveau des bateaux ou au niveau des hameçons, d'un certain nombre d'objets culturels entre les populations d'Amérique, alors des côtes d'Amérique, et les Polynésiens. On avait malheureusement peu de preuves génétiques humaines en fait, et c'est là que le bas blessé, on va dire, puisque ces migrations en fait polynésiennes qui seraient arrivés sur ces côtes américaines n'ont pas nécessairement impliqué d'échanges génétiques entre les populations. Donc dans la génétique humaine, on avait beaucoup de mal à tracer ce potentiel contact. Donc depuis une vingtaine d'années, on va dire, en fait, les gens se sont intéressés à essayer de tracer ces contacts non plus par l'intermédiaire des échanges génétiques humains, mais en étudiant les plantes ou les animaux, on va dire les espèces commensales ou domestiques, que les gens auraient pu échanger pendant ces interactions, on va dire, culturelles. D'accord. Donc voilà. C'est un programme où on a un objectif clair. On n'a pas recherché comme ça sur le génome de la patate douce en Océanie. On s'est dit, tiens, ça ressemble à celui d'Amérique du Sud. On avait quand même l'objectif de se dire, est-ce qu'on peut tracer par les végétaux, la génétique des végétaux, effectivement, ce voyage ? Voilà, sachant qu'il y avait en fait un certain nombre de preuves qui laissaient sous-entendre qu'il y avait eu ce contact au niveau de la patate douce, notamment tout ce qui était linguistique. On appelle la patate douce de la même façon sur les hautes terres d'Amérique du Sud et dans la région Pérou-Équateur que le nom qui lui est donné dans toute la Polynésie, c'est-à-dire Kumara, donc une première preuve linguistique. On trouvait aussi dans le Pacifique des restes archéologiques de patates douces qui étaient datés, on va dire, avant l'arrivée des premiers explorateurs dans le Pacifique. Et les premiers explorateurs, ou certains explorateurs comme le capitaine Cook notamment, qui arrive en Nouvelle-Zélande, à Hawaï et à Tahiti, décrit dans ses carnets de voyage, et ces botanistes échantillonnent des patates douces. Donc il y avait un certain nombre d'arguments convaincants qui laissaient sous-entendre qu'il y avait eu contact. Mais comme cette hypothèse de contact avait du mal à passer, plus il y a de preuves, plus, on va dire, l'hypothèse de cette interaction préhistorique plus elle prend du poids, quoi. Voilà. Donc moi j'ai effectivement mené une enquête génétique. Donc j'ai essayé de lire dans le génome de la patate douce ce contact. Et ce qui a permis de le lire, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que si on regarde cette information dans les patates douces actuelles, on ne retrouve pas cette similarité génétique entre les patates douces polynésiennes et d'Amérique du Sud. Et cette démonstration, elle a pu être possible, elle a été réalisée grâce à l'étude d'échantillons d'herbiers. Donc j'ai pu accéder à l'ADN des échantillons du capitaine Cook, notamment, donc, qui avait été ramassé en 1769. Et c'est en comparant justement cet ADN ancien avec l'ADN actuel des patates douces d'Amérique du Sud qu'on a pu retracer effectivement ce contact ancien entre ces populations. Et ils sont conservés où, les herbiers du capitaine Cook ? Alors les herbiers du capitaine Cook sont conservés au musée d'histoire naturelle de Londres, voilà, dans des grandes
bibliothèque de verre. Donc merci au capitaine Cook. Merci aux botanistes du capitaine Cook et au capitaine Cook. Oui. Ben, merci à vous, merci et bon vent donc, dans vos recherches et futures recherches également. Alors on a un reportage qui nous est proposé par la Maison des Sciences de l'Homme de Montpellier, un reportage qui avait été réalisé par Antoine Bourlier et qui nous annonce une journée d'animation thématique qui va se tenir le 19 avril prochain sur la dynamique et l'incidence distributive des contrats agraires, éclairage historique et contemporain. Le pôle foncier est un groupement d'intérêt scientifique qui a été formé par 4 institutions de recherche basées sur le site d'Agropolis Montpellier, qui sont l'IRD, le CIRAD, Montpellier Supagro et l'Institut agronome méditerranéen, mais il relève fondamentalement d'une initiative de la base de chercheurs qui avaient pour point commun de placer les questions foncières au centre de leur démarche de recherche, et en particulier tout ce qui renvoie à la question foncière dans les pays du Sud et son rôle dans les processus de développement. Le séminaire d'animation du pôle foncier a été placé comme programme de la MSH et la journée d'animation du 19 avril s'inscrit dans le cadre de cette animation. Elle est centrée sur le thème des contrats agraires. Pourquoi les contrats agraires? Parce que historiquement, ils représentent le point de rencontre entre des structures entrepreneuriales et une agriculture qu'on va qualifier de paysanne ou familiale, donc de petites structures agricoles, rapport entre grandes structures entrepreneuriales et petites structures familiales, qui sont une des questions centrales aujourd'hui des processus de développement dans les pays du Sud. Cette journée d'animation prétend ou vise à éclairer des processus actuels qui s'intéressent directement à la façon dont les exploitations familiales sont intégrées via des relations contractuelles avec des filières agro-industrielles ou des très grandes structures entrepreneuriales. Elle vise à éclairer ces processus à la lumière de récits historiques, de travaux qui concernent des périodes antérieures, au 19e et au 18e siècle, qui sont également des moments où les contrats agraires ont structuré des processus d'intégration marchande de structures familiales, de petites agricultures familiales, dans des marchés qui étaient alors en expansion, et on s'intéresse à des phases d'expansion du capitalisme qui se situent autour du 18e ou dans la deuxième moitié du 19e siècle, l'intérêt étant évidemment de voir de quelle façon ces processus historiques que l'on peut documenter de façon assez précise, il y a des sources d'archives, permettent d'éclairer les processus contemporains observables aujourd'hui dans les pays du Sud. Cette journée aura donc lieu le 19 avril de 9h à 17h. Elle sera diffusée sur MSHM TV par un système de streaming qui permettra aux internautes de participer activement et à distance à cette journée. Voilà, donc rendez-vous le 19 avril à la Maison des Sciences de l'Homme. Alors j'accueille maintenant sur ce plateau Christa Dumas. Bonjour, vous êtes chargée de la mission égalité et responsable de l'espace sanitaire et social à l'université Montpellier 3 et vous organisez le 5e festival de lutte contre les discriminations qui se tient actuellement jusqu'au 19 avril. Alors de quoi s'agit-il? J'imagine de la musique, du théâtre Oui, il s'agit de sensibiliser la communauté universitaire, donc les étudiants mais aussi plus largement les enseignants et les personnels sur la problématique des discriminations au sens large, autant le racisme, le sexisme, la précarité économique, la problématique du logement, les problématiques nord-sud, le handicap, etc. Et donc l'objectif c'est de sensibiliser aussi de manière festive avec des concerts, du théâtre, de la danse, des colloques aussi. On est à Montpellier, ville où il fait bon vivre, très ouverte, en plus à l'université. Enfin, ça n'existe pas la discrimination aussi? Je crois que l'université n'est pas une tour d'ivoire et que les discriminations existent malheureusement partout. Et l'objectif, c'est de sensibiliser à ces problématiques. Nous sommes une université de langue, arts, lettres, sciences humaines et sociales. Et donc forcément, les étudiants, même de manière théorique, seront confrontés à ces concepts-là, de toute façon. Et alors, est-ce que ça veut dire que tout au long de l'année, au-delà du festival, est-ce que ça veut dire que vous intervenez aussi par rapport à, je sais pas, des plaintes qui pourraient être déposées par des étudiants ou des cas que vous sentez, des élèves en difficulté, en but à des problèmes de discrimination, ou est-ce que c'est le temps d'un festival, la sensibilisation, ou tout au long de l'année, vous travaillez sur cette question? Non, on ne s'inquiète pas des discriminations une fois par an pendant 3 semaines, ça serait un peu dramatique. Non, on s'intéresse à ça au quotidien. Dans le service, on reçoit toute personne qui se sent discriminée, de quelque manière que ce soit. On essaie de les aider, de les orienter et de coordonner leurs actions, et de les informer aussi, parce qu'on manque souvent d'informations.
Ça veut dire aussi des étudiants qui n'oseraient pas peut-être venir se plaindre de discrimination alors qu'ils le vivent au quotidien? Alors, c'est pas facile déjà de se reconnaître soi-même discriminé. Il faut déjà le conscientiser. Et ensuite, il faut passer la porte d'un service et de venir demander de l'aide. C'est aussi pour ça qu'on travaille énormément avec les associations locales, des travailleurs sociaux, des travailleurs de terrain, parce que si les étudiants n'osent pas franchir la porte du service, en tout cas, étant donné que toutes ces associations interviennent pendant le festival, ils savent à qui ils peuvent s'adresser directement à l'extérieur. Voilà. D'accord. Alors sans trahir évidemment l'intimité de la vie des étudiants, mais quels sont les cas les plus répandus de discrimination auxquels vous êtes confrontés? Alors j'entends discrimination au sens large. On a des étudiants qui se plaignent sur leur insertion professionnelle, suivant leur origine sociale, leur lieu de logement, leur origine ethnique ou leur sexe. On a des problématiques de harcèlement, comme partout dans la société. On a aussi des problématiques de violence conjugale. Voilà, on a tout ce qui touche la société en général, la société globale, touche aussi les étudiants et les personnels de l'université. D'accord, il n'y a pas forcément une spécificité de la vie étudiante, peut-être la précarité est peut-être un peu plus forte que dans d'autres domaines de la société? Oui, on a développé aussi depuis quelques années un comité de pilotage de prévention de la prostitution étudiante. Je crois qu'on est assez novateur de l'autre côté de la route de Mende. J'espère que ces problématiques vont se développer sur les deux autres universités, parce que c'est aussi une problématique, celle de la prostitution des étudiants, liée en partie comme facteur déclenchant à la précarité économique. Et ça, c'est un phénomène nouveau qui se développe de plus en plus? Je ne sais pas si c'est un phénomène nouveau, en tout cas on en parle plus facilement. Et nous on fait des enquêtes depuis quelques années et on essaie de sensibiliser et de prévenir des risques pré-prostitutionnels. Dire attention aux étudiants, telle offre d'emploi peut être un danger, telle offre de logement peut être un danger prostitutionnel. Voilà. D'accord. Alors revenons quelques mots sur ce festival. Peut-être un ou deux événements phares qu'il ne faudrait pas louper d'ici au 19 avril. Alors d'ici au 19 avril, j'invite tout le monde à venir voir l'expo qui a lieu en ce moment au Musée des Moulages, qui s'appelle Mauvais genre, point d'interrogation, du corps antique au corps queer. Nous sommes accueillis cette année par le Musée des Moulages et un certain nombre d'artistes militants sur la problématique homme-femme et la problématique queer. On participe à cette exposition et notamment une artiste de renommée internationale qui s'appelle Orlan, qui est d'origine française et qui vit la moitié de sa vie aux États-Unis et qui nous a prêté des œuvres. Et donc je pense que c'est vraiment l'occasion de venir voir son travail. Parfait. Et j'imagine sur Internet toutes les informations sur le festival. Tout est bien entendu sur la page d'accueil du site de l'Université Montpellier 3. Donc voilà. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Bonne continuation et bon vent à ce festival. On vous propose désormais le reportage sur la pose de la première pierre du consortium international sur la recherche agronomique à Montpellier. Ici à Montpellier, on va avoir le siège mondial du CGIAR qui regroupe 15 centres de recherche dans tout le monde et qui maintenant, dans le processus de réforme, travaillent collectivement pour aboutir à un impact sur le terrain, sur la pauvreté, sur la sécurité alimentaire, sur une utilisation plus soutenable des ressources naturelles et sur la nutrition. Par cette première pierre, qui est une étape d'un dispositif déjà entamé et pour lequel il s'agit de traiter à l'échelle mondiale. Que ça, le monde. La région réalise à 100% ce siège. Nous le finançons totalement, plus de 2,5 millions. Tel était notre accord. Autre point fort de cette journée, la signature des conventions qui scellent l'accord des partenariats des organismes de recherche avec le consortium. Pour le ministère, c'est effectivement très important de participer à cette signature qui scelle l'accord de partenariat entre les organismes de recherche et le consortium sur le fait de travailler ensemble sur l'ensemble des sujets agricoles liés à l'environnement et au développement.
Cette signature, c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'Institut parce que, comme vous le savez, nous sommes sur ce site partenaires des autres opérateurs, notamment le CIRAD et l'INRA. Et aujourd'hui, nous avons une coopération historique avec les centres du CIGI. Donc ce partenariat à la fois est historique, il a été extrêmement productif pour l'IRD au cours des décennies qui viennent de s'écouler et il est également extrêmement productif, je crois, pour le CIGI. Donc c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. C'est beau comme travail qui a été entamé et ça vient conforter ce travail. Il y a une agglomération de tous ces chercheurs ici montpelliérains qui existent déjà et qui se rattachent également ou qui sont rattachés avec cette vision mondiale du CIGIAR. Donc nous, on va coordonner tous les efforts qui sont faits au niveau de différents centres pour qu'ils travaillent collectivement. On a des problèmes globaux aujourd'hui dans le monde. On doit chercher des solutions globales et pour ça, il faut que tous les centres travaillent ensemble et avec des partenaires. Et les partenaires, ils sont ici. Qu'on accueille immédiatement sur le plateau Madame Aberlinck, Frédéric Aberlinck-Bertozzi, ou Bertossi. Bertossi, oui. Bertossi, bonjour à vous. Bonjour. Donc vous travaillez à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Absolument. Et vous travaillez vous aussi sur des questions de génétique. Oui, sur le palmier dattier. Voilà, alors encore un végétal qui parle peut-être, qui nous dit des choses, c'est ce qu'on va comprendre, puisque vous vous êtes intéressé particulièrement à un marqueur génétique. Vous nous expliquerez peut-être un peu techniquement ce dont il s'agit, mais en gros, vous arrivez aujourd'hui à déterminer le sexe du palmier dattier bien plus tôt qu'on ne pouvait le faire avant. Alors en quoi ça c'est important et comment vous arrivez à le faire ? Alors c'est important parce que le palmier dattier est une plante que l'on dit dioïque, c'est-à-dire qu'il y a des individus mâles et des individus femelles. Les individus femelles sont ceux qui présentent un intérêt agronomique parce qu'ils produisent les dattes qui sont consommées. Le palmier mâle va produire du pollen qui est intéressant pour polliniser les palmiers femelles, mais on en a besoin d'un très petit nombre dans les plantations. Donc aujourd'hui, pour connaître le sexe d'un plant, on est obligé d'attendre qu'il fleurisse et les premières floraisons interviennent généralement 6 à 8 ans après la plantation. Donc c'est très long et les phéniciculteurs, c'est-à-dire les cultivateurs de palmiers dattiers, sont obligés d'arracher des plants qui font plusieurs mètres de diamètre et d'envergure. Et on n'en fait rien, en fait, ces plants-là ? Les palmiers mâles, on va les enlever. On ne va conserver que les palmiers femelles. Et donc en gros, dans une plantation, il faut garder donc quelques mâles reproducteurs. Absolument. Et surtout donc privilégier tous ces pieds femelles qui vont donner des dattes. Oui. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes capable de déterminer le sexe donc beaucoup plus tôt. Voilà, donc en fait, quand on sème une graine, on est capable, à partir du moment où on a obtenu quelques feuilles, d'extraire l'ADN et d'utiliser les marqueurs moléculaires du sexe pour pouvoir déterminer si c'est un palmier mâle ou un palmier femelle. Donc, 6 mois à peu près après la plantation, on est capable de déterminer le sexe. Donc évidemment, 6 mois, l'arbre est tout petit. Tout petit, oui, c'est une petite plante qui possède 2 ou 3 feuilles uniquement. D'accord, donc beaucoup moins de pertes. Absolument. Une économie au niveau du temps et au niveau des surfaces, enfin un gain très important pour les planteurs. D'accord. Donc il s'agit d'un marqueur génétique pour déterminer ce sexe du palmier dattier. Alors qu'est-ce que c'est un marqueur génétique ? Comment on l'utilise ? Alors déjà, comment on l'a trouvé ? Le génome du palmier dattier a été publié par une équipe du Qatar en 2011 et on a pu investiguer dans ce génome et identifier des séquences qui sont liées au sexe. Donc les marqueurs moléculaires sur lesquels on a travaillé, ce sont des marqueurs de type microsatellite qui possèdent des répétitions de nucléotides et qui présentent donc un grand polymorphisme. Et nous, on a trouvé 3 marqueurs liés au sexe qui présentent des allèles caractéristiques des plants mâles et qui ne sont pas présents chez les plants femelles. Alors un allèle ? Un allèle, c'est une forme du gène. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ces marqueurs présentent un intérêt agronomique au niveau des planteurs, mais également un intérêt un peu plus fondamental pour connaître l'évolution des régions liées au sexe et comprendre comment les plantes ont inventé la séparation des sexes. Et on a pu montrer comme ça que le palmier dattier, on a pu confirmer et apporter des preuves génétiques que le palmier dattier possède un système chromosomique de type XY, comme chez l'humain en fait. D'accord, on n'irait pas jusqu'à dire que le palmier est notre cousin, mais en tout cas, j'imagine que c'est une découverte fondamentale en génétique qui est probablement très importante. Alors, peut-être
Pour remettre les choses en perspective, c'est quoi l'importance aujourd'hui du palmier dattier dans le monde? Où est-ce qu'on le cultive? Est-ce que c'est une espèce à préserver, éventuellement qui disparaisse, en termes de biodiversité aussi? Alors c'est un petit peu particulier parce que les surfaces consacrées au palmier dattier ont tendance à augmenter. On les rencontre principalement dans les zones arides de la planète, c'est-à-dire dans le Maghreb, dans le Sahel et au Moyen-Orient. Mais en revanche, on constate une diminution de l'agrodiversité, c'est-à-dire que ce sont toujours les mêmes cultivars qui sont plantés. Par exemple, en Tunisie, le cultivar d'Egletnour, qui est bien connu, il représente 60% de la production. Donc c'est pourquoi on a développé, avec un certain nombre de collègues et tout un réseau de partenaires au sud, on a développé des nouveaux marqueurs de la diversité génétique, de façon à caractériser la diversité et être capable de mieux la conserver. D'accord, donc j'imagine un intérêt commercial derrière. Oui, également, oui. Parce que ça veut dire préserver la diversité, c'est préserver forcément des caractères d'intérêt. Oui, c'est-à-dire qu'il faut être capable de préserver une grande diversité de caractéristiques phénotypiques. Ça peut être de la tolérance à des pathogènes, la tolérance à des stress abiotiques et également des caractéristiques organoleptiques des fruits. D'accord. Et des brevets sur ces découvertes? Oui, absolument. Il y a 2 brevets qui ont été déposés, l'un sur les marqueurs du sexe et l'autre sur les marqueurs de la diversité. Parfait. Donc des royalties pour vous, pour l'IRD surtout. Voilà, pour l'IRD. Merci. Merci beaucoup Françoise pour ces travaux que on continuera de suivre. En tout cas, bravo pour ces découvertes. Alors Campus Mag, Languedoc-Roussillon, première tire à sa fin. On se quitte avec un dernier reportage en vidéo un programme intitulé Bâtiment B, Chambre 214, une expérience artistique qui nous plonge au cœur de la vie de la cité universitaire. Tout le monde est prêt? C'est parti? Je vis dans une chambre de 13 mètres carrés, avec sanitaire. Mais je me sens à l'étroit. Bâtiment B, Chambre 214 est un projet de théâtre et photographie documentaire. Ça me change de ma petite ville. Mais pour le moment, je me sens pas tout à fait à ma place. En quelques heures, c'est le résumé de la vie des étudiants dans la CTU. J'ai une vie plutôt agitée en général à l'extérieur. Du coup, ma chambre, c'est un peu un havre de paix. Pour rendre au mieux cette réalité, nous nous sommes appuyés sur une enquête sociologique. J'étudie rarement chez moi. J'étudie rarement tout court en fait. Pendant 2, 3, 4 mois, on a réussi à récolter un matériau, disons, vivant, et on l'a ramené sur scène en quelque sorte pour en faire une pièce de théâtre. Ce qui fait qu'on a des paroles un petit peu farfelues, on a des anecdotes qu'on n'aurait jamais pu trouver sans avoir été à la rencontre de ces étudiants. Là, j'ai une réunion avec l'UNEF qui va justement porter sur le logement étudiant. Je pense que ça serait intéressant qu'on y aille tous. C'est intéressant, mais... Globalement, les étudiants sont plutôt satisfaits de ce passage-là, mais ils notent effectivement un certain nombre de difficultés. Qui sont les difficultés de la vie des étudiants en général, au niveau du budget, au niveau d'un coup se retrouver tout seul. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans leur petite chambre et ils se posent effectivement beaucoup de questions et puis ils n'ont plus effectivement tous les repères qui sont ceux du foyer familial. Peut-être qu'il y a des gens qui seraient un petit peu plus ouverts dans le public, j'espère. Quand on montre du conflit, quand on montre des choses qui parfois sont un petit peu violentes même parfois, ce n'est pas pour montrer ça en tant que tel, mais c'est pour montrer qu'il y a une évolution dans la société. Et quand il y a le conflit, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en mouvement et des choses qui évoluent. Et c'est ce côté positif plutôt que nous on voit en sociologie, c'est que la société est dynamique en fait en quelque sorte. J'ai vécu en CTU pendant 2 ans. Et du coup, c'est des morceaux de ma vie que je retrouve sur scène. Donc je pense que ça peut vraiment toucher pas mal de gens. Nous vous attendons donc nombreux les 9, 10, 11 avril à 19h30 au Trioletto. Et bien voilà, c'est fini pour cette première édition, le baptême du feu. On ne pourra plus invoquer la chance des débutants. C'était un grand plaisir pour cette première. Merci évidemment à tous les partenaires qui se sont impliqués, à toute l'équipe technique. J'ai pris énormément de plaisir à travailler avec vous sur cette première émission. Rendez-vous pour le 16 mai. Ce sera à l'Institut des régions, pas l'Institut des régions, l'Institut de recherche pour le développement, excusez-moi, le 16 mai pour la 2e édition de Campus Mag LR. Merci à tous.